Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes ravis de vous retrouver pour le dossier de l'été. Donc, durant plusieurs samedis, on va balayer ensemble une même thématique dont on a posé les bases en fait sur la première vidéo. Et donc, l'objectif est ici de trouver finalement un nouvel angle de vue, en tout cas vous exposer évidemment le nôtre, autour de tout ce que représente finalement l'ombre, la lumière, la dualité, la loi du karma. En réalité, ici, on va approcher les choses sur l'angle énergétique, justement, et essayer de mettre un contrepoids à la partie que je vais appeler plutôt philosophique, dont finalement s'inspire le côté spirituel. Donc évidemment, comme toutes les capsules, en dehors, on va dire, du dossier de l'été, les capsules ont pour vocation à donner un nouvel éclairage, en tout cas partager notre point de vue, le résultat ici de nos travaux, de tout ce que l'on pratique finalement au quotidien par rapport à nous-mêmes, dans les accompagnements que l'on peut faire. Et donc ça s'inspire vraiment ici de l'expérience, c'est ça qui est important. Donc on n'a pas vocation ici à s'inspirer de qui que ce soit à l'extérieur finalement de nous-mêmes. Et donc cet été, c'était l'occasion idéale puisqu'on a pris quelques semaines, on va dire, de pause. C'était vraiment pour nous le meilleur moment d'aborder ces sujets. Et puis évidemment, on reviendra à partir du 21 août ici avec les hebdos et donc les guidances en miroir, ce qui nous laissait finalement un champ de 4 à 5 semaines devant nous pour justement évoquer ensemble tout cela. Donc comme on le fait chaque samedi, ici on est vraiment à l'extérieur des cartes. Ça déjà c'est le premier point. On est à l'extérieur de tout dogme. Donc il ne s'agit pas ici d'heurter qui que ce soit. En fait, en réalité, c'est simplement débattre, partager des opinions qui peuvent être très divergentes avec ce que vous avez eu l'occasion ici peut-être d'entendre, mais aussi peut-être pour vous de croire à ce stade. C'est un partage, c'est pas du tout ici pour convaincre qui que ce soit. Donc libre à vous évidemment de partager votre propre point de vue, de poser vos questions. Donc on n'y répondra pas forcément d'une semaine sur l'autre, mais on fera l'inventaire finalement de toutes les questions que ça aura soulevées et on trouvera ici, on va dire, le format idéal pour y répondre. Et donc évidemment, si vous vous sentez heurté de quelconque manière que ce soit, étant donné que ce n'est pas l'objectif, ici posez-vous la question de savoir pourquoi ça vous heurte. En fait, c'est ça qui est important dans le fait d'être heurté. Il n'y a rien qui nous heurte à partir du moment où on est au point d'équilibre. Donc finalement, si on est à l'aise avec soi, on est en capacité d'accueillir le point de vue de quelqu'un d'autre. Si le point de vue de quelqu'un d'autre nous heurte, c'est parce qu'en réalité, il y a à l'intérieur de nous un déséquilibre, un blocage, quelque chose en fait qui nous empêche d'écouter une voix que l'on estime être dissonante en fait avec nous-mêmes. Donc au-delà de ce qui va être, on va dire, dans le cadre du contenu dit, expliqué, etc. Évidemment que ça n'engage que Stéma et moi-même. Voilà, si finalement les mots, alors que vous choisissez ici de les écouter, vous blessent, interrogez-vous voilà, sur les blessures, sur ce que ça évoque. Parce qu'ici, comme on va travailler finalement dans les jeux de l'âme, en quelque sorte, c'est qu'il y a une indication derrière tout ça. Donc c'est vraiment important aussi pour vous à l'écoute de ressentir ces mots qui peuvent blesser, chahuter, dérouter. Et pourquoi pas de le noter. Après, ça n'engage vraiment encore une fois que vous. Donc finalement, ces réponses-là, si vous prenez le temps d'écouter les capsules, c'est parce que vous les cherchez. Donc il y a une part de vous qui les cherche, mais il y a une part de vous qui peut en être blessée. Donc vraiment, l'écoute, faites-la dans le plus grand angle, quelque part. Et puis voyez comment tout cela, évidemment, vous parle et résonne. Donc 4 semaines devant nous à l'extérieur de la première semaine qui était là pour introduire. Et donc on va essayer vraiment d'approfondir. Et puis on espère que voilà, ça aura de la valeur pour vous sur la période qui s'ouvre. Peut-être que certains d'entre vous vont choisir justement d'aller creuser à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc c'était voilà, le moment idéal pour nous de partager tout cela. Allez, je vous laisse avec votre thème de la semaine et je vous dis à tout de suite.
Alors, cette semaine, dans le dossier de l'été, on va parler du karma. Et donc, au-delà du karma au sens, on va dire, du mot, je vais vous expliquer évidemment de nombreuses choses. On va associer le karma, en fait, ici au libre arbitre, puisqu'en fait, les deux sont intimement liés. Donc, on va dire que selon finalement le courant ici alors de pensée, parce qu'il s'agit en fait d'un courant de pensée, on va plutôt parler de karma, parfois de libre arbitre, et souvent d'ailleurs on parle des deux en même temps. C'est assez peu dissociable en un sens, les deux fonctionnant en quelque sorte l'un avec l'autre, ou en tout cas ce qui se situe derrière ayant une même origine. Le mot karma, en fait, donc dans sa définition, c'est ici une définition qui est inspirée, en fait, le mot karma en lui-même est un mot qui vient de la pensée bouddhiste ou hindouiste, qui consiste à dire que finalement, dans le cadre du fait que nous sommes une âme avec un système de réincarnation, alors finalement, notre énergie, notre âme se définit par la somme du bien et du mal en fonction de toutes les expériences qui ont été vécues. Et donc ça s'appuie finalement sur le principe qui est de dire que ce que l'on sème, on le récolte. Donc ce qui est vrai en un sens, hein, je vais y revenir, il y a quelque chose évidemment autour de ça et rien n'est jamais, on va dire, antinomique. Hein, c'est simplement l'angle de vue en fait que l'on pose, mais l'ensemble est forcément inspiré de quelque chose qui est réel. Ici, on est là justement dans le dossier de l'été pour en partie faire tomber les voiles, en tout cas vous amener ici à une nouvelle possibilité de percevoir les choses, donc non pas en vous limitant à certains principes, mais bien en essayant de créer des combinaisons, puisque la somme de tout ça est vraie à partir du moment où on ne la laisse pas nous définir et où on reste bien justement dans notre centre. Et donc la semaine dernière on a parlé d'ombre et de lumière, donc le karma en fait ici crée finalement le phénomène de cumuler ou en tout cas de remettre ici ensemble la part d'ombre et la part de lumière à l'intérieur de chacune des âmes. Donc on est bien sur un principe ici qui est relié à l'âme, c'est-à-dire que l'âme en fait dans toutes les expériences à laquelle elle s'essaye, puisqu'elle s'est en quelque sorte individualisée et donc qu'elle n'est plus dans la grande majorité des cas reliée à sa conscience, s'essaye à l'ombre et à la lumière en ne percevant finalement que deux possibilités et donc va finalement à chaque fois qu'elle s'incarne comme collecter un certain nombre d'informations et en même temps réaliser un certain nombre d'actions et donc au moment où finalement l'expérience se termine, c'est comme si on était amené à compter les points, c'est-à-dire que à partir de toutes les réalisations, on va être en capacité de dire si effectivement on va accumuler plus de karma positif ou plus de karma négatif. Lorsqu'il y a des karmas positifs, ça ne veut pas dire d'ailleurs pour autant que ça efface toujours les karmas négatifs. En tout cas, énergétiquement, ça ne peut pas fonctionner comme ça, puisque en réalité, notre empreinte reste chargée d'un ensemble d'ombre et de lumière, mais effectivement dans la manière finalement dont la pensée humaine analyse le phénomène, elle va l'analyser en fait dans ce qu'elle connaît, donc dans le champ d'expérience on va dire terrestre et physique. Donc de fait, on pourra avoir le sentiment que de compter les points suffit en fait. C'est peut-être là où se situe finalement l'interprétation humaine de ce que représente le karma, qui induit en grande partie, j'imagine, l'erreur dans laquelle l'âme finalement ne fait que tourner en rond, parce que c'est un peu comme un... Je vais prendre l'exemple d'une machine, c'est un petit peu comme un code 404. Non, en fait, à un moment donné, ça bug, parce que effectivement, les charges positives et négatives, elles existent à l'intérieur de soi, les empreintes aussi, mais finalement, à chaque fois que l'on retente quelque part l'expérience,
on arrive avec des bagages qui créent davantage une roue. Et ceci dit, c'est bien comme ça ici que c'est souvent représenté dans la pensée bouddhiste ou hindouiste. Et donc, un peu comme le hamster, en fait, hein, on tourne. Et puis, au bout d'un moment, on finit même par oublier pourquoi on tourne, en fait, dans cette cage. Donc on tourne. Et on essaye tant bien que mal de se souvenir que peut-être on peut arrêter et que peut-être on pourrait, je ne sais pas, tout simplement sortir de la cage. Mais tant qu'on est dans la dynamique, en fait, ici de la cage, eh bien, on tourne. Et donc, c'est le principe, en fait, ici, du karma. Donc, j'avais pris l'exemple des fourmis dans la première vidéo. Là, on peut vraiment prendre l'exemple du hamster, en fait. Et j'aime bien observer le côté être vivant parce que souvent, ça nous permet de nous replacer nous-mêmes dans cette même condition, finalement, du vivant. Et je vais y revenir. C'est vrai que la part humaine a tendance à se mettre dans un autre mode de fonctionnement que le principe du vivant, puisque en étant en quelque sorte doué de raison, alors on s'imagine avoir ici des possibilités de choix. À l'inverse, on va dire de l'être vivant, par exemple un animal, où on estime que puisqu'il n'a pas finalement accès à la conscience, à une raison, en tout cas il n'a pas la capacité de raisonnement, alors finalement il est régi par des instincts plutôt naturels, donc plutôt par le mode survie, et que nous en tant qu'êtres humains, on n'est pas régi tout à fait par les mêmes règles. Bon, en partie oui, ceci dit, vu qu'on n'est pas un hamster, on ne sait pas en fait s'il n'est pas doué de raison. Ça c'est aussi une grande question, tout comme on l'avait avec les fourmis, la question reste la même avec le hamster. Mais effectivement, sommes-nous réellement doués de raison dans le sens humain ici du terme, ou est-ce justement ici autre chose qui nous permet de raisonner? Là, finalement, est la question. Mais donc, dans le sens ici de la définition du karma, effectivement, on est dans cette règle, puisqu'il s'agit d'une règle, hein, donc c'est une règle du jeu, en quelque sorte, qui est de dire que l'âme, effectivement, au travers des expériences, doit réussir à créer un point d'équilibre. À force d'expérience, est-ce que l'âme en a totalement la capacité? Là, vraiment, c'est un gros point d'interrogation. Alors, avec Stéma, de notre point de vue, mais ça reste le nôtre, hein, on a conclu que non, parce que, effectivement, le karma entraîne finalement des contraintes sur le plan aussi bien du, alors on peut dire plan ou on peut dire corps, hein, en énergie on pourrait plus d'ailleurs utiliser le corps. Donc on a des empreintes en fait dans le corps mental, on a des empreintes dans le corps émotionnel qui finalement nous mettent sous contrainte, parce que si des expériences ont été en échec, on porte en fait en nous, dans notre énergie, dans l'énergie de notre âme, les stigmates en fait de ces échecs, ce qui fait que en fait on ne revient jamais dans le cadre d'une incarnation, on ne revient jamais à la page blanche. À partir du moment où on n'arrive pas à revenir à la page blanche, alors on tente de façon très désespérée, et c'est la loi du karma qui nous l'impose, de remettre finalement la balance à son point d'équilibre complet à l'intérieur de nous. Et ça, en fait, l'âme en elle-même n'en a pas forcément la capacité. En fait, la capacité provient justement ici plutôt de l'énergie supérieure qui est représentée par la conscience, que d'amener finalement ce qui est nécessaire à l'âme justement dans le plan global, donc dans la perspective qui est forcément tronquée sur le plan dans lequel elle s'est individualisée. Et donc, c'est ce passage en fait ici dans l'axe qui permet justement à cette part de nous qui en quelque sorte manque d'élargissement, c'est-à-dire que le plan en fait de l'âme, même si évidemment il est plus grand que le plan ici du champ terrestre, il n'est pas suffisant en fait pour pouvoir créer par exemple le principe de la sphère et donc de voir un ensemble. Seul, c'est comme si on était emprisonné en fait dans cette sphère au niveau de l'âme. Alors sur le plan physique, on va le voir sur un plan encore différent, mais sur le plan de l'âme, on est piégé en fait dans cette sphère, alors que
dès lors qu'on a accès à sa conscience, en fait, on voit la sphère, finalement, en quelque sorte, du dessus, dans lequel, effectivement, l'âme et toutes les informations, en quelque sorte, qu'elle a accumulées au travers de ses expériences, permet de voir les choses ici sous un autre angle. Et donc, comme je vous l'expliquais, le karma, c'est un principe au départ plutôt bouddhiste, même si maintenant il est devenu un peu plus dans le sens commun, c'est-à-dire qu'on l'utilise d'ailleurs un petit peu à toutes les sauces, mais c'est bien aussi parce que c'est important, c'est un mode de pensée auquel il faut accéder, c'est un passage obligatoire, c'est-à-dire que ces compréhensions-là sont obligatoires pour pouvoir cheminer. Dès lors que l'on n'a finalement pas investigué toutes ces notions, c'est compliqué aussi de pouvoir se percevoir dans son entièreté. En fait, la notion de complétude, et donc pour pouvoir se voir vraiment dans un ensemble, dans un grand tout, nécessite malgré tout un cheminement. Et donc, au travers de ce cheminement, il nous faut aussi adopter des nouvelles formes de pensée et adopter finalement le point de vue de l'âme. C'est ce que l'on fait au travers du parcours d'élévation. On se place bien malgré tout dans l'énergie de l'âme. Et parce que l'on se place dans l'énergie de l'âme, alors on est forcément amené à se placer dans ce sens de l'équilibre ombre-lumière et on est amené en fait ici à comprendre, ou en tout cas à développer sa pensée autour de ce que représente en fait ici le karma. Après, on n'est pas obligé ici d'y rester, c'est-à-dire que c'est toujours une question de dynamique. Si on s'enferme en fait dans cette dynamique de la roue du karma et que l'on s'enferme dans le principe qui est de dire que ce que l'on sème, on le récolte, par exemple, alors finalement, on est vraiment fort en dualité et on va y rester. En revanche, si on accepte de comprendre le mode de fonctionnement, si on accepte de comprendre ici le sens de la roue, si on entend le fait que finalement, ici c'est une règle du jeu et que comme toutes les règles du jeu finalement, ici, il faut les comprendre pour pouvoir ensuite les utiliser et en quelque sorte, non pas ici on va dire les contourner ou les éviter ou les empêcher, mais justement, ça c'est très lié aux énergies du mois d'août, c'est comment je traverse en fait ici ces champs de pensée, comment je traverse ces champs d'expérience, comment je transcende en fait tous ces concepts pour que d'un concept j'en fasse ma propre expérience. Je réintègre aussi ma propre expérience parce que pour bon nombre d'entre vous, en fait, ça fait vraiment partie des expériences liées à votre axe, à votre conscience. Donc, j'ai besoin de réintégrer en réalité tous ces savoirs pour ensuite les refaire transiter dans mon champ d'expérience terrestre. Donc, c'est quelque chose qui est en un sens extrêmement important. Si il est, on va dire, acquis, appris, sans être remis en question, en quelque sorte, et ça vous l'avez pour tous les principes, alors je ne peux pas me l'approprier. En fait, la différence, elle est là, et donc je place à nouveau, finalement, ma perception, ma foi, ma vision à l'extérieur, et donc je me mets en opposition avec moi-même, avec toute cette sagesse qui est représentée par l'énergie de ma conscience, et donc je me désaxe tout simplement. Et je réalimente finalement le jeu en dualité. Donc, au moment où vous connectez à toutes ces notions, bien sûr que vous êtes encore totalement plongé dans le jeu en dualité, et ça c'est normal en fait. Mais le fait de vous alimenter de ces informations, de les faire tourner dans votre propre champ d'expérience de vos pensées, peut-être de voir ce que ça a amené dans certaines de vos décisions. Par exemple, si la loi du karma c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous dans cette vie, par exemple, et que vous y avez accordé beaucoup d'importance et que vous vous êtes attaché, par exemple, ici, à semer peut-être un maximum de choses positives, alors, évidemment, c'est parce que le fameux « ce que l'on récolte », ce que l'on sème, pardon, on le récolte, ça va dans l'autre sens aussi, ce que l'on sème, on récolte, a quand même de l'importance pour vous.
ça en a parce que oui, en fait, encore une fois, sur le corps mental et sur le corps émotionnel, il y a des empreintes, il y a des impacts et c'est comme une règle en fait au niveau de l'âme que l'on nous infuse, que l'on nous infuse, que l'on nous infuse. Donc c'est extrêmement important en fait pour votre âme. Mais là où vous vous situez, finalement, vous avez aussi la main pour, grâce à votre axe, en fait, aider en quelque sorte votre âme à élever elle aussi son point de vue, son plan, sa perspective, en justement poussant, grâce à l'énergie de votre conscience, cette sortie finalement qui se manifestera évidemment en temps voulu après que vous ayez circulé dans tout ce processus qui est le vôtre. Mais ça vous aide en fait ici au moins justement sur le plan de votre part mentale, à mettre en exergue, en quelque sorte, les différentes règles et à vous amener à les percevoir, en fait, ici différemment. Donc, finalement, et j'ai eu cet exemple, évidemment, puisque sur certains parcours, alors surtout, on utilise l'énergie du verbe, mais c'est vrai que sur certains parcours, on a vraiment toute une partie qui est très axée justement sur l'énergie du verbe, sur la pensée, sur la manière en fait dont certaines citations peuvent nous inspirer, comment on les laisse résonner à l'intérieur de nous, comment on développe en fait ici notre propre façon de percevoir finalement les mots à partir de tout ce que l'on a vécu et comment on peut être amené à les voir différemment. C'est vraiment une aide et donc ces capsules cet été, c'est vraiment aussi pour vous aider à transiter sur ces notions et donc même si vous les revisiterez à de nombreuses reprises, c'est ce qui va finalement, en quelque sorte, c'est pas adoucir le mental, mais c'est l'alimenter en fait d'informations dont il a besoin, cette part de vous, elle en a besoin en fait pour fonctionner. Et donc, on le coucoune un petit peu ce mental durant effectivement l'été pour que il identifie moins le risque, puisque là, il est en plus clairement impacté par l'énergie de votre âme, qu'il n'identifie pas justement ce risque par rapport au karma, par rapport au choix, par rapport même à ce qu'il pourrait identifier être le seul scénario possible. Et donc, au travers finalement de toutes ces écoutes, vous allez vraiment renforcer cette part de vous dans des nouvelles compréhensions. Et là, clairement, on est vraiment dans la loi du karma. C'est-à-dire que, en fait, le fait de changer votre perception sur ce que signifie le bien et le mal, automatiquement ajuste malgré tout cette roue jusqu'à ce que vous puissiez en fait ici totalement vous en extraire. Donc c'est en cela aussi que ici ce dossier est important parce qu'il va vous aider en fait probablement le temps d'intégrer tout ça on va dire à l'automne, ça va vous aider en fait à accélérer, à pousser ici plus loin en fait vos réflexions. Parce que comme je vous l'expliquais, le principe de karma en lui-même, cette règle du jeu, en fait, c'est celle qui conditionne en fait la notion de libre arbitre. Et donc, cette notion de libre arbitre, elle est tout autant en fait en dualité. Pourquoi ? Parce que le simple mot arbitre, ici, si vous remettez, toujours pareil, dans un exemple, on va dire très simple, on a besoin d'un arbitre. Pourquoi ? On va prendre l'exemple du sport. On a besoin d'un arbitre pour compter les points, en fait. Donc, pour dire quelle équipe gagne. Donc, la simple notion de libre arbitre, en fait, c'est bien ce principe de compter les points. Donc, c'est intimement lié, en fait, ici au karma. Et donc, lorsque l'on dit, par exemple, que finalement, chacun a son libre arbitre, en fait, ici, oui, parce qu'au niveau de l'âme, évidemment, et au niveau du plan physique, il est évident que l'on peut faire des choix, en fait. On peut choisir un certain nombre de choses. En tout cas, on en a le sentiment. Est-ce une réalité ? Ça, c'est autre chose. Mais on a le sentiment d'être doué, en fait, ici, d'un libre arbitre, parce qu'on a une capacité de raisonnement, on est doué de pensée, et on a de fait cette notion d'agir dans un certain sens et donc d'en faire le choix conscient et c'est perçu vraiment comme la clé.
Alors qu'en réalité, cycler c'est celle qui fait tourner en fait la fameuse roue du hamster, parce que ici, à partir du moment où on compte les points avec le libre arbitre, on oppose en fait à nouveau de force. Et donc, dire que ici on utilise notre libre arbitre nous pousse, au niveau de l'intériorité, nous pousse à cette compensation de façon assez permanente. Donc avec Stéma, c'est vrai que pour nous, donc les deux sont liés, les deux sont de la dualité et donc enferment, même si ça offre un sentiment de liberté, ce n'est qu'une illusion, c'est un reflet. Et donc, pour nous, vous nous entendrez assez peu parler de libre arbitre. Parfois, ça peut nous échapper pour une question de sémantique parce que c'est plus facile, en fait, lorsque l'on s'adresse à vous. Je vous avais expliqué le principe de dire que, voilà, réinventer tous les champs sémantiques, c'est pas toujours une évidence. Et ça peut rendre difficile, en fait, la manière dont on explique les choses. Mais cet été, c'était aussi l'objectif, hein, c'était de casser un petit peu, on va dire, le côté classique de certains termes pour nous permettre aussi, nous, à l'automne, de nous sentir plus libres, en fait, d'exprimer les choses d'une autre façon. Et donc, pour nous, la solution la plus juste en termes de mots est de parler de libre volonté. Parce que la libre volonté, de fait, n'introduit pas cette notion de compensation comme le fait le côté arbitre. Et donc, elle peut être effectivement ici, lorsque nous sommes dans l'axe, elle peut être considérée comme l'expression de la volonté de notre conscience, ce qui est extrêmement différent du côté, on va dire, restrictif de l'individualisation de l'âme, qui, de fait, n'étant plus dans son axe, eh bien oui, va se faire ici malmener comme sur un terrain de jeu et donc va être arbitrée vis-à-vis d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle va s'arbitrer elle-même, cette âme de fait ici de la loi du karma, et en même temps elle est soumise à contraintes extérieures. Comme je vous l'expliquais, il nous faut ici avoir finalement une connexion avec une conscience, donc on a cherché ici une connexion extérieure, et donc tant qu'on n'est pas dans notre propre axe, il ne peut pas y avoir d'expression de cette libre volonté. En revanche, on est soumis à la libre volonté de la conscience à laquelle ici on est allé s'attacher. Donc ça aussi, c'est important de l'avoir en tête parce que cette notion de libre volonté, on ne l'exprimera qu'à partir du moment où on parle ici d'axe. Autrement, effectivement, on est sous contrainte d'un libre arbitre et on est contraint par des forces tout simplement extérieures à nous-mêmes. Après, ce qui peut être compliqué parfois selon là où on en est, c'est justement de comprendre justement le sens de cette volonté. Parce que cette volonté, et ça on vous l'a dit à de nombreuses reprises durant l'année qui s'est écoulée, l'expression de la volonté de sa conscience, elle est à l'extérieur de toute forme en fait. Et c'est le rôle de la part humaine que de lui donner corps, de lui donner forme, mais il ne faut pas l'impulser effectivement de la part humaine, c'est-à-dire que c'est une énergie que l'on ressent, quelque chose que l'on reçoit, que l'on va prendre du temps en fait à apprivoiser, qui va amener une dynamique, un mécanisme et qui amènera en fait au final cette énergie de matérialisation. Et c'est là où en fait finalement le côté humain doué de raison peut également prendre un sens différent. Si la raison dans le corps humain nous est donnée, c'est justement pour nous amener ici à alimenter finalement la forme de cette énergie finalement supérieure qui redescend à l'intérieur de nous. Donc l'expression de cette volonté, encore faut-il qu'elle soit la nôtre, qui va nous permettre ensuite, grâce justement au fait que nous sommes doués de raison, qui va nous amener à choisir en quelque sorte la meilleure forme possible pour matérialiser cette volonté infiniment grande qui a été impulsée par ailleurs. Mais de fait, elle ne va pas pouvoir se mettre ici au service de soi jour 1. C'est impossible parce qu'il nous faut vraiment ici développer énormément de choses à l'intérieur de nous, récupérer les compétences, récupérer des savoir-faire, les expériences. Et puis surtout, il nous faut vraiment
pour que la liberté ici de notre essence soit pleine et entière, il nous faut justement sortir des plans en dualité. Donc forcément, c'est pas un chemin, on va dire, qui se fait sans passer par un certain processus. Lorsque on n'accepte pas en quelque sorte ce processus, alors on continue comme le hamster à tourner en fait dans sa roue. Et donc on utilise, alors on peut appeler ça aussi le discernement, hein, et oui, on en est doué de discernement, donc c'est bien, il faut l'utiliser, c'est évident. Mais il faut l'utiliser ici justement en ayant dans notre champ de pensée ces notions plus grandes et plus élargies de ces capacités qui ne sont pas encore accessibles. Et c'est là où la part d'ego en fait peut vraiment créer la contrainte, parce que finalement, peut-être que pour certains, ça va paraître complètement disproportionné en fait. On va se dire, alors ça veut dire quoi? Qu'on n'a fait aucun choix, etc. En un sens, oui, hein, ça revient à le dire, mais c'est pas tout à fait comme ça non plus qu'il faut le percevoir. C'est, encore une fois, on fait un champ d'expérience terrestre. Donc on est là en fait pour créer justement des expériences. On est là pour comprendre les choses, on est là pour comprendre des modes de fonctionnement, des possibilités. Donc Stéma, souvent, il vous sort la carte du voyageur. Et c'est ça en fait, c'est qu'on est des voyageurs en quelque sorte. Donc un voyageur, il teste. Et parfois, voilà, on pourrait, c'est sûr, sur ce plan-là, on pourrait dire que certains tests sont-ils réellement raisonnables, responsables? Sont-ils finalement contournables? Eh bien oui et non, parce que si on ne les réalise pas, ces expériences, alors on ne peut pas non plus acquérir la sagesse. Donc finalement, le chemin est tout aussi important que la matérialisation qui viendra ensuite. On a besoin d'engranger un certain nombre de choses à l'intérieur de nous. On a besoin de tester ces champs d'information. Parfois, ça fait souffrir, mais en même temps, cette souffrance n'existe que parce que finalement, on doit être amené à la transcender pour en tirer en fait ici une nouvelle énergie. Et on est là pour alchimiser, on est là pour transmuter, on est là pour réaliser tout un tas de choses. Et ça prend évidemment des vies et des vies en un sens, si on voulait percevoir cela sur un temps linéaire. Et bon, voilà, en énergie, le temps n'étant pas linéaire, de fait, les choses sont plus simultanées. Et donc voilà, ici on est dans cette réalité présente, dans cet instant-là. Et encore une fois, tout le monde, en fait, a la possibilité de pouvoir faire, là pour le coup, certainement un choix, puisque finalement, c'est cela que l'on offre, en quelque sorte, lorsque l'on dialogue autour de tout ça. On donne des informations pour que chacun se sente ici, en fonction de la manière dont les choses vont résonner à l'intérieur de lui, en capacité justement de voir les choses sous un autre angle et de décider en fait par lui-même. Et donc, mais d'utiliser de fait le discernement à partir de ce qu'il va ressentir. Et il y a pour chacun, ça on vous l'a dit aussi de nombreuses fois, c'est un chemin individuel. Donc il y a un timing. Donc il y a celles et ceux qui sont prêts à entendre, à écouter, à accepter. Donc ça passe quand même par une forme d'acceptation, tout simplement parce qu'ils ont accumulé en quelque sorte tout ce qu'il leur fallait pour pouvoir traverser. Et il y en a d'autres qui n'ont pas encore réalisé ici tout ce qu'il fallait, donc le timing viendra plus tard et c'est tout autant juste pour eux. À partir du moment où effectivement on n'oppose plus les différentes notions et que l'on se reconcentre finalement sur soi, alors c'est ok en fait. On n'a pas besoin de s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur pour faire finalement un choix vis-à-vis ici de soi. Et donc on est vraiment avec le karma et le libre arbitre, on est vraiment dans des conditions de jeu restreints. C'est globalement ce ici que l'on peut percevoir. Et donc on est on va dire assez loin du sens finalement que l'on recherche dans ce que l'on pourrait appeler ici l'axe philosophique. Et pourtant, on ne peut pas faire autrement que de le traverser.
Donc encore une fois, ce que je vous disais au début, il faut le traverser. Donc le traverser veut dire passer par là, acquérir l'expérience, parce que comme je viens de vous l'expliquer, c'est important. Et puis à un moment donné, et ça je pense que c'est assez mécanique chez chacun, on finit par s'apercevoir qu'on a beau semer des tas de choses, en fait, ce que l'on récolte n'est quand même pas toujours égal, en tout cas dans cette vie-là, n'est pas toujours égal à ce que, en tout cas, on s'attache à apporter au quotidien. Et Stéma a beaucoup parlé aussi du donner-recevoir dans les semaines qui ont précédé le dossier de l'été. Donc, on est vraiment dans ces notions-là. En fait, on est vraiment dans ces notions de donner-recevoir. Et il y a un moment donné où chacun, malgré toutes les belles pensées positives qu'il essaye ici de développer, va s'apercevoir que ce donner-recevoir, en fait, reste au point de déséquilibre. Et va s'interroger assez naturellement sur le fait, bon, si on comprend la roue du karma, on comprend que c'est la somme de tout un tas de vies, mais ok, mais alors de fait, quelle va être ma clé? Donc, il y a quand même ici une sorte de déclic, même si peut-être que vous tournez, pour certains en tout cas, vous pourriez avoir le sentiment, tant que vous n'êtes pas sur des parcours, parce que lorsque vous êtes sur des parcours, vous avez compris que vous étiez déjà sorti en grande partie de la cage. Mais si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore en parcours, vous vous posez des questions par rapport à ces cages. Comment en sortir, où sont les clés, etc. Mais il n'y a pas d'autre réponse qu'un processus, en fait, ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer, par exemple, à semer tout un tas de choses si on n'est pas conscient, en quelque sorte, de là où se situent finalement les points de déséquilibre. Et souvent, comme c'est quand même à l'extérieur de cette vie-là, l'accès il est assez restreint finalement. Donc pour la plupart, si vous n'êtes pas encore en processus, vous n'avez même pas encore accès à l'énergie complète de votre âme. La plupart ne connaissent pas leur famille d'âme. Vous pouvez la soupçonner, mais vous seriez très surpris de probablement la réponse que l'on vous donnerait par rapport à votre âme. Globalement, il y a très peu de personnes qui sont avec nous en parcours qui avaient déterminé finalement leur énergie d'âme. Pourquoi ? Parce que sur le principe justement de la roue du karma, eh bien, ils avaient fait tout un tas d'expériences, donc ils résonnaient avec d'autres familles d'âmes. Ils résonnaient avec des expériences qui ont déjà été testées. Simplement parce que forcément l'âme a créé beaucoup de chemins, c'est un grand voyageur en quelque sorte, donc tout ça s'accumule. Et sur le point où vous vous situez, il est très difficile en fait de retrouver la ligne. Et donc il y a tout un tas de fils en réalité entremêlés. Donc tout ça reste effectivement un processus et c'est là où finalement la libre volonté, quand bien même elle n'est pas encore pleinement accessible et créée, le principe de libre volonté, s'il vous parle, alors c'est un premier déclic. Parce que ici, si vous comprenez le raisonnement, le simple fait de n'avoir accès qu'à votre libre arbitre ne sera pas suffisant pour créer ce que vous recherchez. Alors après, vous pouvez effectivement mettre le temps nécessaire, c'est-à-dire que ce déclic, il doit être extrêmement profond. C'est comme un gros stop, en fait, ici, que l'on s'impose à soi. Et finalement, c'est, entre guillemets, le bouton final de l'expérience humaine que vous allez être prêt à un instant sur votre parcours à transcender. On ne se laisse plus le choix. En fait, à un moment donné, justement, on ne se laisse plus le choix. C'est-à-dire qu'on comprend bien que tout ce que l'on a testé, tout ce par quoi on est passé, tout ce que l'on s'est essayé à faire, certes, il y a eu des mieux-être. On s'est parfois senti dans de meilleures conditions. On a parfois eu le sentiment d'avoir réussi en fait quelque chose, mais il n'empêche que cette lame de fond, en fait, elle revient systématiquement nous couper les pattes. Alors, pas toujours dans la même puissance, mais on ressent à nouveau cette frustration, cette incompréhension, cette incapacité à réaliser justement peut-être ce que l'on ressent être juste pour soi. On ne voit pas les choses changer parce que souvent d'ailleurs on les observe de l'extérieur, donc le fait de revenir à l'intérieur nous réamène à une concentration qui a priori se disperse malgré tout assez facilement et donc par des pratiques qui sont... J'en ai conscience, avec Stéma, on se le dit tout le temps, c'est assez disruptif finalement la manière dont nous on approche les choses. Et pourtant, on pense que c'est un des chemins le plus court à cet instant-là. On pourra toujours changer d'avis, rien n'est jamais figé. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce sont les outils qui permettent, certes, on va passer quand même par les cycles, parce que dans les guérisons,
les premiers cycles de guérison restent ici difficiles parce qu'on est justement ici plongé dans la fameuse loi du karma. Donc il nous faut comme décharger en fait ce positif et ce négatif. Mais une fois qu'on en est libéré, et ça c'est un travail d'environ 6-8 mois, alors là derrière effectivement on passe dans un tout nouveau cadre de jeu et on n'est plus du tout sur finalement la même traversée du désert en fait. On a traversé justement tout ce qu'il nous fallait traverser, mais on le concentre en fait sur effectivement un temps donné. Et puis surtout, on s'évite de tout revisiter. Et c'est ça aussi qui est la clé. C'est-à-dire que le principe du karma, la manière dont c'est en général expliqué, c'est que on nous laisse à penser. Alors, c'est pas toujours comme ça d'ailleurs qu'on le dit, mais c'est la manière dont on l'interprète probablement qui est assez biaisée. On l'interprète comme une nécessité de revisiter encore et encore toujours plus de mémoire, toujours plus de compréhension vis-à-vis des expériences. En réalité, non, parce que voilà, là on fait le hamster. Alors certes, on retrouve le sens du pourquoi on tourne dans la roue. La différence, elle est là, c'est-à-dire que entre un hamster qui est dans une cage et qui tourne en ayant oublié pourquoi il tourne, jusqu'à en devenir parfois fou, en fait, parce qu'il s'épuise en réalité à tourner dans sa cage, et un hamster qui a compris que finalement, peut-être cette roue est une forme de piège dont il faut s'extraire mais n'a pas encore les clés, la différence reste assez mince. Et donc voilà, donc vous pourriez passer 10 ans par exemple à revisiter des mémoires, à faire de l'hypnothérapie, etc. Bien sûr que vous allez percevoir des choses, mais le fait de les percevoir depuis votre plan humain, sans justement être dans l'axe avec votre conscience, ne va pas vous amener à développer la forme de pensée nécessaire pour vous en extraire totalement. Et la charge, en fait, ici énergétique, elle reste présente, elle n'est pas éliminée pour autant, elle n'est pas libérée, en fait. Alors, on peut en libérer certaines, mais imaginez bien que si vous avez, je ne sais pas, des dizaines de milliers d'incarnations, combien de séances il vous faudrait, en fait, pour remonter le fil de tout ça? C'est immensément grand. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, dans le champ d'information terrestre qu'est le nôtre, les choses n'ont pas bougé parce que il faudrait, donc là je vais vraiment le prendre en temps humain, mais il va falloir nettoyer des milliers d'années finalement de karma à l'échelle du collectif. Je ne sais pas vraiment vous dire combien de millénaires de fait il nous faut pour revenir ne serait-ce qu'au point d'équilibre. Et entre les deux, peut-être qu'on va repasser par des formes de cycle, puisque tout est question, c'est comme des vagues, hein, c'est vraiment comme, vous savez, comme sur les électrocardiogrammes. Donc, comme c'est le principe en dualité, eh bien, parfois on est plus sur une crête de lumière, parfois on est sur une... Alors, du coup, je vais peut-être pas l'appeler crête, mais bon, ceci dit, pour moi, ça revient au même. Hein, donc, voilà, donc on a un pic de lumière, un pic d'ombre, un pic de lumière, un pic d'ombre. Entre les deux, ça s'équilibre. Mais c'est pas satisfaisant, puisqu'on reste en dualité. Donc, on reste dans des souffrances, on reste dans des illusions, on reste piégé, en quelque sorte. Alors évidemment, le libre arbitre, en plus, c'est quelque chose qui est assez universel, parce que on le retrouve vraiment partout. Le karma, peut-être moins, mais le libre arbitre, donc comme je vous le disais, vraiment l'association des deux, on peut l'appeler karma ou libre arbitre, mais ça revient vraiment au même. Mais donc le mot libre arbitre, en fait, on l'a vraiment dans tous les courants de pensée. On va l'avoir aussi bien dans des courants très philosophiques. Donc voilà, donc beaucoup de... Je vais parler par exemple dans les philosophes comme, je ne sais pas, Descartes, Voltaire, enfin, toutes ces grandes figures ici de la pensée humaine parlent de cette notion de libre arbitre, puisque c'est au moment où ils ont commencé justement à parler du fait que l'humain était doué de raison, donc de façon assez immédiate, ces philosophes-là ont repris ce principe-là. Simplement, ils l'ont tourné dans l'angle du déterminisme, un peu comme les scientifiques d'ailleurs. Donc on est plus dans le fait que le libre arbitre est conditionné par du déterminisme. Et si on prend l'exemple plutôt religieux, effectivement,
on est dans cette notion de libre arbitre et donc ça c'est bon, voilà, après chacun est dans certaines croyances, donc c'est pas pour vous heurter du tout, mais c'est vrai que dès lors qu'on considère par exemple que le principe du Dieu unique, c'est pas qu'il nous abandonne, mais parce qu'il nous a dotés de raison, alors finalement c'est à nous, avec notre libre arbitre, de s'en arranger, et donc il n'interviendra pas. Ici, ça nous laisse malgré tout à penser qu'on n'est pas non plus dans ce que l'on pourrait imaginer être l'amour universel. Je vais prendre un exemple concret. Voilà, donc tout à chacun a une famille, des gens pour qui voilà, vous ressentez de l'affection, parfois très grande. Je vais prendre l'exemple parent-enfant parce que je trouve que sur le lien parent-enfant, c'est ce qui parle le plus, et notamment si on veut le comparer ici, on va dire à une notion monothéiste, hein. Ce principe-là de dire qu'on a un Dieu unique pour lequel nous sommes les enfants, alors dans ce cas-là, il faut prendre le même principe du champ terrestre avec le lien parent-enfant. Le simple fait qu'un enfant ait un libre arbitre, ok, c'est bon, on peut effectivement laisser un enfant faire un champ d'expérience, mais on va jamais laisser un enfant faire un champ d'expérience au point tel ici qui va aller jusqu'à s'autodétruire, par exemple. On va au contraire essayer de mettre un certain nombre de garde-fous, on va instaurer le dialogue, la parole, on va pas le laisser démuni en fait face au fait qu'il est doué de raison et qu'il doit s'en arranger. Donc c'est très contradictoire en fait de dire qu'ici on a effectivement une instance supérieure qui finalement a créé les conditions de jeu qui sont les nôtres, qui est dans ce plein amour, puisque en général les dieux uniques sont dans l'amour universel, et qu'en même temps ils nous en laissent nous en arranger. C'est, enfin en tout cas, dans ma façon de raisonner, je retrouve cela curieux, et c'est quelque chose qui m'a toujours interrogée par le passé, lorsqu'effectivement je naviguais, on va dire dans le côté plus religieux. C'est toujours quelque chose en fait qui m'a choquée et qui à chaque fois m'a toujours fait m'arrêter. C'est-à-dire que évidemment, alors moi j'étais baignée dans la religion catholique, donc je pouvais comprendre le principe effectivement d'un Dieu unique qui crée le ciel et la terre et donc qui crée tout ce qui m'entoure. Ok, ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément remis en question pendant toute cette période-là. Mais par contre, le simple fait en fait qu'il nous laisse, alors quand je dis nous, c'est pas forcément moi, c'est-à-dire que je me sentais pas forcément dans la souffrance, mais par contre lorsque je voyais, par exemple, je vais prendre l'exemple d'enfants maltraités, etc., je ne comprenais pas en fait le sens de tout ça. Pourquoi en fait? Le côté plus spirituel et plus philosophique ne m'a pas apporté beaucoup plus de réponses en fait. Alors certes, je peux comprendre que le principe de l'ombre et de la lumière fait que peut-être, je dis bien peut-être, cet enfant finalement, je ne sais pas, peut-être qu'il était le plus grand des dictateurs dans une autre vie, donc là peut-être qu'il est en souffrance alors qu'il a peut-être fait souffrir des milliers de personnes. Et je me dis en même temps en quoi c'est juste, parce qu'aujourd'hui il est qui il est et il est en souffrance. Donc cette notion en fait d'opposition, et c'est pour ça que je vous l'explique, parce que le principe du libre arbitre, au-delà du fait qu'il, en tout cas pour moi, il n'a pas de sens en tant que tel dans la manière dont il est expliqué, il est en plus assez antinomique avec ma propre vision de ce qu'est par exemple l'amour universel, avec ma propre vision de tout ce que l'on pourrait réaliser de plus grand et de différent. Donc, y accorder finalement ici ma confiance de l'importance en faire une compétence et un savoir, assez tôt en fait, ici dans mon parcours, je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc c'est aussi en partie ce qui nous a poussé avec Stéma à toujours chercher plus loin, parce que il a eu ces mêmes réflexions, il a eu ces mêmes raisonnements, et donc lorsque par exemple on impulsait ces conversations, moi je lui disais écoute, moi je sens que c'est pas juste, il y a quelque chose qui me fait mal, il y a quelque chose qui me bloque, je savais pas forcément mettre les mots dessus, puisqu'à ce moment-là évidemment on créait nous-mêmes notre propre axe, mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et voilà, et après, chemin faisant, à force de raisonnement et de tourner les concepts, effectivement, de les repasser dans différents filtres de nous-mêmes, on a pu percevoir que tout cela faisait partie justement de ce grand jeu de la dualité. Et donc, que
en quelque sorte, ici, on crée avec ces règles qui, en un sens, nous dépassent, hein, parce qu'elles sont transmises, ces règles. Hein. Un homme ne s'est pas levé un matin pour dire voilà, ça s'appelle le karma et nous sommes doués de libre arbitre. Ce sont des choses qui sont impulsées de façon beaucoup plus collective, beaucoup plus globale, et ensuite qui sont interprétées, réinterprétées. Mais il y a bien une idée derrière ça de soumission. Malgré tout, il y a une soumission morale, une soumission mentale. On laisse à penser l'humain que nous sommes, par exemple, que justement avec la roue du karma, alors on est parfois tellement mauvais qu'il va nous falloir aller compenser en ayant des vies, je ne sais pas, proches ici du saint, en fait, et que c'est la seule façon de recréer les points d'équilibre. Et donc, finalement, et ça, voilà, j'aime bien cette citation de Nietzsche. Alors, on n'est pas encore dans la synthèse, hein, il y en a une autre, hein, mais celle-ci, vraiment, quand j'ai travaillé sur cette thématique, elle m'a vraiment énormément inspirée. C'est cette citation qui dit que les hommes ont été considérés comme libres pour pouvoir être jugés et punis, pour pouvoir être coupables. Ça, pour moi, c'est vraiment le principe du karma et le principe du libre arbitre. C'est vraiment pour amener finalement l'humain que nous sommes et l'âme aussi, hein, parce que encore une fois, ça ne s'arrête pas au plan terrestre, ou en tout cas à l'humanité telle qu'on la connaît sur ce plan-là. C'est vraiment une combinaison entre l'âme et l'humanité. Et donc, pour moi, c'est vraiment pour nous amener justement à être toujours de plus en plus soumis, de plus en plus jugés. Voir lorsqu'on n'est pas de l'extérieur, en fait, on se juge nous-mêmes. Et donc, on a introduit, sous couvert justement de la raison, on a introduit un sens moral au détriment finalement d'autres sens qui... Le sens moral est important, mais ne doit pas non plus conditionner l'ensemble. C'est toujours ce principe de dire que tout est question de combinaison. Et donc, on ne peut pas juste prendre un axe, le poser là et se dire que c'est la seule réponse et que c'est l'unique réponse. C'est important de prendre les informations, de les combiner et d'en faire un grand tout parce que forcément, ça donne une perspective beaucoup plus grande, beaucoup plus élargie. Prendre simplement une information et en faire une religion, mettre toute sa foi et tout son effort en fait dedans est extrêmement ici restrictif et donc ne favorise en rien justement l'élévation des consciences. Il va favoriser le développement de nouveaux courants de pensée, ce qui est très différent que ici justement de s'élever au-dessus ici de la dualité. Donc ça c'est quelque chose... Alors vous me direz évidemment hein, dans les commentaires, pour moi c'est quelque chose qui est important d'être bien compris, entendu, parce que il faut aussi se dédouaner en quelque sorte de tout ça. Ça fait vraiment partie des clés. Dès lors qu'on accepte que finalement on n'est pas, oui on est soumis à la loi du karma et au libre arbitre, mais on peut ici emprunter une porte de sortie. Ça crée une différence. Donc, oui, à un moment donné, dans votre parcours, vous y êtes soumis. On n'a pas le choix, c'est comme ça, on l'a accepté, ça fait partie des règles en fait. On a accepté de se soumettre à ces règles. On n'a pas eu le choix de toute façon pour faire une expérience, on va dire physique. Il nous fallait passer par là, mais il nous fallait passer par un certain nombre de lois. Donc, les lois imposées dans un certain cercle, et le karma est dedans, le libre arbitre, etc. Toutes ces notions de soumission sont dedans. Maintenant, on est en capacité d'être en maîtrise de soi. Et ça, c'est... Voilà. Alors, si l'âme, effectivement, n'en voit pas forcément la possibilité, dans la part humaine, en utilisant le plan mental, vous avez la possibilité d'aller créer l'ouverture. Et l'ouverture, elle se crée effectivement lorsque vous allez ici retrouver votre axe. Donc, ça m'amène malgré tout ici à vous parler cette semaine de la liberté de choix parce que de fait, si vous avez compris ici ce que je vous explique par rapport au karma et par rapport au libre arbitre, alors vous êtes aussi en capacité de comprendre que finalement la liberté de choix, elle reste restreinte tant que vous jouez dans ce cadre. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais la certitude, tant que vous n'êtes pas sorti de ces règles, vous n'aurez jamais la certitude de savoir finalement ce qui va influencer vos choix. Est-ce que c'est l'impulsion de votre ligne?
Et ça va être difficile à déterminer. Est-ce que je suis dans l'expression de ma libre volonté ou est-ce que je suis sous contrainte? Ça va venir beaucoup plus tard parce que il vous faut évidemment, je vous avais expliqué le principe de l'ascenseur, il vous faut évidemment vous élever en fait, alors plus haut en tout cas que les étages de départ. Donc en général, vous n'allez pas pouvoir récupérer votre liberté de choix. En tout cas, l'expression de votre libre volonté, vous allez commencer à la ressentir à partir du 6e plan de conscience à peu près. Donc il vous faut quand même intégrer beaucoup de fréquences à l'intérieur de vous parce qu'à ce moment-là, en fait, vous avez déjà créé une forme de rupture avec la loi du karma et donc vous êtes sorti tout simplement ici d'une application stricto sensus, en fait, ici du libre arbitre. Donc, on va dire que, peut-être pas dans 100% des cas, mais en grande partie, en créant les conditions favorables avant de prendre une décision, vous allez être en capacité de raisonner, en fait, ici, donc dans le sens énergétique du terme, avec l'énergie de votre conscience. Donc, vous saurez, en fait, si une décision est amenée par un facteur extérieur ou si, en fait, elle est impulsée par l'énergie de votre conscience. Pourquoi? Parce que vous aurez créé, en fait, dans votre espace, notamment intérieur, vous aurez créé le passage pour que la présence de votre conscience soit beaucoup plus forte, immédiatement accessible. Elle n'est pas instantanée, mais vous savez aller la chercher. En fait, la différence, elle est là. Le côté instantané, vous le vivrez beaucoup plus tard, mais je dirais que déjà, au bout de 6-8 mois, quand on a cette possibilité de ressentir cette présence à l'intérieur de soi, et donc que l'on est vraiment en capacité de s'interroger avant justement de faire un choix, c'est déjà un énorme soutien. Après, ok, on ira plus vite, mais dans un premier temps, c'est déjà en un sens, c'est déjà récupérer sa capacité de choix, ce qui est extrêmement ici salutaire, parce que finalement, vous commencez à faire vraiment des choses qui vous ressemblent dans le sens de votre essence. Et ça n'a pas de prix, en fait, en quelque sorte. Avant, non. Vous allez être soumis quand même à des contraintes extérieures et vous allez, malgré tout, être soumis à des facteurs qui sont davantage ici des résonances et des échos par rapport à des expériences précédentes. Il y a des blessures, souvent c'est des grosses failles quand même qui existent. Et donc, vous n'arrivez pas encore totalement à retrouver le point d'équilibre entre plan émotionnel et plan mental. Et tout n'étant pas encore complètement en espace, on va dire, disponible et libre de toutes ces blessures, alors non. En fait, vous allez être emmené ici, non pas sur des choix, mais sur des scénarios qui vont vous amener justement à guérir. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait se dire, est-ce que je peux faire le choix de peut-être de plus être dans ces scénarios-là? La réalité, c'est que non, parce que vous n'allez pas justement pouvoir récupérer votre pleine expression de libre volonté sans en passer par là. Le seul choix en réalité que vous ayez, c'est justement faire le choix de concentrer le parcours pour que quelque chose qui pourrait vous prendre 10 ans, 15 ans, toute une vie, voire plusieurs, en fait finalement ne prenne que 6 à 8 mois. Ça, c'est la dimension humaine, en fait, elle a le choix du temps. Ça, c'est très important. Je vous l'avais expliqué, je vous le réexplique une nouvelle fois parce que c'est extrêmement important. Vous avez le choix du temps. Vous pouvez concentrer votre effort. Et ça, ce choix, il vous appartient. Par contre, effectivement, les autres choix en dehors du temps, les choix d'expérience, non, vous n'avez pas la main. Donc, si vous faites le choix de concentrer vos efforts de guérison sur 6 à 8 mois, vous allez forcément faire sauter toutes les probabilités qui vont vous amener à répéter systématiquement les mêmes schémas, même dans d'autres formes, avec d'autres personnes, etc. Puisque vous allez couper, en fait, avec tous ces scénarios, tous ces liens, tout ce que vous avez la possibilité, en fait, de transcender. Donc, ici, le processus, en fait, devient un mécanisme totalement conscient. Alors, je vais vous dire, il vous suffit de me dire, non, là, c'est pas facile, et ça, j'en ai conscience, mais il vous suffit de poser un acte par rapport au fait d'emprunter un processus dans un certain sens, avec certaines étapes, et donc de concentrer l'effort, et de vous dire, bah oui, sur 6-8 mois, oui, ça va chahuter. Je ne vais pas vous dire le contraire, bien sûr que ça va chahuter. Vous nettoyez l'ensemble ici de vos contraintes énergétiques. Tout ce qui a trait au karma, qu'il soit terrestre, qu'il soit, alors sur les plans plus supérieurs, je vais appeler ça les plans galactiques, mais ce sont des incarnations supérieures,
et le transgénérationnel. Vous transmutez tout, sans tout revisiter, encore une fois. Vous transmutez toutes les racines en l'espace de quelques mois. Forcément, c'est un peu la machine à laver. Alors après, il faut se mobiliser. Et c'est à chacun, encore une fois, ce que je vous disais, ce bouton-là, déjà le simple fait de passer la porte du bilan, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui est cohérent. Et donc cette incohérence, elle est tellement pesante qu'il nous faut des réponses. Une fois que vous avez les réponses, en fait, on donne des clés. Et ces clés, finalement, c'est comme si on vous avait donné un trousseau. C'est à vous de savoir combien de portes vous allez vouloir emprunter avant de vous sortir, finalement, ici de ces souffrances. Pour certains, donc 6-8 mois, c'est globalement ceux qui vont prendre les 3 clés qui sont devant eux. Mais c'est un trousseau entier, donc il y en a qui vont peut-être utiliser les 15 clés du trousseau. Et donc, qui peuvent ici cheminer peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans de plus, en fait. Alors qu'ils finiront par prendre les 3 portes. Mais voilà, à quel prix entre les deux? Donc finalement, c'est pour ça que je vous disais, sur le plan humain, la seule dynamique qui est clairement à notre main, c'est la dimension de l'espace-temps. 1 an, 2 ans, 10 ans, 6-8 mois. Et ça, finalement, c'est important aussi d'en prendre conscience durant le dossier de l'été parce que ça vous remet aussi au centre dans le cadre de votre responsabilité vis-à-vis de vous-même, ça vous remet au centre. Si vous voulez transformer votre réalité, ajuster vos cadres, alors voilà les clés. Vous avez un trousseau, vous en avez 3 qui vous donnent la ligne directe et puis vous en avez en fait en tout 15 sur votre trousseau et vous pouvez tourner comme le hamster dans la roue. Là-dessus, finalement, personne ne saura décider pour vous. Il n'y a que vous qui saurez le faire et comme toute probabilité, voilà, vous finirez par y aller, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est pas forcément le chemin toujours le plus court qui est emprunté. Donc, effectivement, ici, de fait, vous allez pouvoir, évidemment, là-dessus, réécouter plusieurs fois. Je pense que c'est important, mais voilà, le libre arbitre, le karma et le simple fait d'imaginer que l'on a des choix, en fait, n'est qu'une expression assez égotique, finalement, ici, de la part humaine. Et donc, on va dire, il y a des facteurs extérieurs et notamment ce qu'on pourrait appeler, je vous ai parlé des cercles la semaine dernière, donc les forces qui favorisent en fait l'expression de ce jeu et qui ont-elles réellement un total intérêt à nous conserver en fait dans la roue du hamster? Oui, parce que en fait, finalement, pour eux, la vision n'est pas la même. Mais donc, il y a simplement besoin ici d'appuyer sur notre ego et ça marche en fait. Ça marche parce que quand on s'incarne, au-delà de toutes les coupures, de toute façon, ce que l'on nous instruit, ce que l'on nous enseigne, en fait, c'est aussi cette notion que l'homme, en fait, est doué de conscience, est doué de raison, donc il est en capacité d'être responsable de ses actes. Et parce que l'on ne nous donne pas, en fait, tout simplement la vision d'ensemble, alors on finit par s'en persuader. Mais là, comme je vous l'ai expliqué, non. En fait, il y a des facteurs extérieurs qui font que vos choix ne sont pas réellement vos choix. Ou en tout cas, que vous n'avez pas la main pleine et entière sur vos choix. Donc, de fait, tant que votre plan mental et votre plan émotionnel ici restent incomplets, alors vous l'êtes tout autant. Et vous n'avez pas cette possibilité ici de travailler à l'expression de votre propre volonté en tant que conscience. Vous êtes dans un libre arbitre de l'âme, mais vous n'êtes pas dans l'expression de votre essence. L'expression de votre essence, que l'on pourrait tout à fait rapprocher de ce que certains appellent l'ordre divin, est systématiquement attendue à l'extérieur, alors qu'en fait, vous ne cherchez sur le plan de l'âme qu'à reconnecter à l'expression de votre propre essence, de votre propre ordre divin. Et donc, quel est le phénomène? C'est que, évidemment, une fois que vous avez accès à votre axe, eh bien, le rétablissement de cet équilibre, de cet ordre divin, mais qui est vraiment dans votre ligne, est disponible. Et donc ensuite, il n'y a que la dimension du temps humain qui finalement sera la variable. Une fois que vous avez mis le pied dans votre axe,
tout s'est déjà joué en fait. C'est l'accordéon du temps qui va faire ici la différence. Mais encore une fois, ça c'est selon évidemment ce que chacun désire pour lui-même. Alors de fait, on a ici tourné sur différentes évidemment notions. J'essaye de faire sur ces samedis-là des choses qui ne sont pas trop longues pour que vous puissiez vraiment les réécouter. C'était l'objectif, vraiment que ce soit ciblé. Et donc là, on a vraiment regardé le côté plus religieux. C'était important, on ne pouvait pas s'éviter ici en travaillant ces notions de ne pas en parler. L'angle philosophique, mais effectivement, garder aussi en tête qu'il y a un angle, le côté déterminisme, qui est finalement, alors lui, il vient se mettre en opposition avec le libre arbitre parce qu'il parle bien de ces conditions sous contrainte, mais il reste encore une fois dans une certaine perception des choses. Donc si on parle de déterminisme, on est globalement dans la même veine en fait. Ici, on peut le tourner c'est comme un prisme, on tourne une facette, certains vont l'appeler karma, d'autres vont l'appeler libre arbitre, et d'autres vont l'appeler déterminisme, parce que on va considérer qu'à partir du moment où une action est engagée, finalement, elle a un phénomène qui ne peut pas être arrêté. Et ça, c'est vrai. Donc, ça va aussi avec la roue du karma. Ce que l'on récolte, on le sème, c'est vrai aussi. C'est simplement une réalité qui, certes, existe, mais qu'on a la possibilité de transcender. Donc, les trois sont justes. Mais on peut tourner le prisme, peu importe la facette, en fait, ça ne change rien, on reste dans le prisme. Donc ce qui est important, c'est de se souvenir que, effectivement, ici, on peut tout à fait créer un point d'ouverture pour soi. Et donc, il ne sert à rien, en réalité, d'opposer ici les formes de pensée. Probablement qu'il ne sert à rien non plus d'en débattre avec les autres. Ça aussi, c'est important parce qu'on peut être tenté de le faire. C'est-à-dire qu'on peut être tenté ici de créer ces formes de débat avec un entourage, peut-être convaincre. Et les dossiers de l'été, vraiment, ne doivent pas vous amener à aller convaincre qui que ce soit. C'est vraiment pas important. Et d'ailleurs, avec Stéma, on ne cherche pas à vous convaincre, vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté et vous revenez quand vous vous sentirez prêt à aller plus loin. Mais il ne faut pas chercher à convaincre non plus parce que c'est un processus. Et donc, on ne peut pas forcer le processus chez les autres. Et lorsque l'on fait ça, en plus, on se disperse en fait soi-même. Donc, on se met à nouveau dans une nouvelle forme d'opposition. On s'oppose avec l'extérieur, on crée des nouvelles formes ici de liens. Finalement, en quelque sorte, on alimente aussi notre ego lorsque l'on fait ça, parce que si on cherche à convaincre qui que ce soit de la manière dont nous on perçoit les choses, c'est qu'on n'est pas encore totalement au point d'équilibre à l'intérieur de soi. Et donc on est effectivement, comme nous l'inspirait Nietzsche, ici on a un sentiment d'être plus libre parce que l'on sait mieux peut-être. Mais on est dans le sachant. Donc en fait, si on est dans le sachant et qu'on n'a pas été au bout de l'expérience, alors le faire transiter en fait va être très compliqué parce qu'on va ressentir en fait ce besoin finalement d'être dans le débat d'opinion contraire pour ramener quelqu'un à changer. Et donc on est bien dans un miroir. En fait, c'est parce qu'on est en pleine mutation soi-même. Alors il ne faut pas se couper des autres, mais ce n'est pas forcément des conversations finalement qui vont vous aider à développer votre propre pensée. Vous pouvez le faire lorsque les gens finalement travaillent aussi sur eux-mêmes, c'est-à-dire que vous pouvez impulser, vous pouvez initier en disant tiens, moi j'ai découvert ça, etc. Mais vous ne pouvez pas en fait diriger quelqu'un qui est dans une forme opposée à la vôtre. Vous ne pouvez pas l'amener en fait à être dans votre propre cadre, ça ne fonctionnera pas. Et donc là, dans ce cas-là, vous allez vous mettre effectivement en position de juge. Vous allez ici vous placer en position d'arbitre et laisser finalement l'autre dans une discussion qui va être assez stérile parce que finalement, il n'en est pas là en fait dans son stade de développement. Donc ça aussi, c'est quand même important parce qu'en réalité, comme je vous l'ai expliqué, le karma, le libre arbitre, le déterminisme, tout cela existe malgré tout. Donc, n'épuisez pas en fait votre énergie
à convaincre qui que ce soit autour de ça. Finalement, ça va se faire de façon assez mécanique quand vous-même vous serez passé au-dessus. Et donc l'énergie, il est préférable de la concentrer à justement comprendre ces lois de façon différente et les transcender. En fait, ici à votre tour, non pas pour les transmettre, ça sera peut-être pas dans le cadre de ce que vous êtes venu faire, mais de les mettre à votre service, en fait, ici. Donc, c'est toujours une question, en fait, de point d'équilibre. Et donc, ça m'a amené, évidemment, cette thématique cette semaine, à prendre une citation de Baruch Spinoza. Alors, j'espère que je le prononce bien. On va l'appeler Spinoza. La paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Et c'est vraiment ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que, en fait, vous n'allez pas trouver la paix ici en créant ce que vous pourriez imaginer comme un monde idéal. En fait, ces formes d'opposition, vous n'allez pas pouvoir les empêcher. Donc, trouver la paix, c'est pas ici arrêter toute forme de conflit. Déjà parce qu'un conflit ne va pas s'arrêter tant qu'une personne est en conflit intérieur, elle ira créer des conflits extérieurs. Donc, la question en fait ne peut même pas se poser. Mais par contre, vous pouvez trouver la vôtre. C'est-à-dire que vous pouvez trouver votre propre point d'équilibre. Vous pouvez faire de cette paix intérieure, vous pouvez vraiment la cultiver chaque jour davantage, jusqu'à en faire justement une vertu, jusqu'à ce que ça devienne vraiment votre état d'esprit, comme un art de vivre, une manière en fait de vous comporter à chaque instant de votre vie, non pas parce que vous avez besoin que les autres vous perçoivent d'une certaine façon, mais parce que finalement à l'intérieur de vous, ça crée systématiquement ce point d'équilibre. Et là en fait, vous saurez que vous êtes pleinement dans la présence de votre conscience, parce que cette volonté de bienveillance, en fait, elle est impulsée par l'énergie de votre conscience, qui, elle, a un regard extrêmement grand, extrêmement doux pour tout ce qui s'est produit, pour tout ce qui se produit encore, et pour tout ce qui se produira demain. Et elle a, au-delà de la bienveillance, elle a confiance dans l'expression de tout ce qu'elle est. À partir du moment où la ligne est créée, elle sait que vous allez accéder à cette paix intérieure, que vous allez pouvoir... dans le champ d'expérience terrestre, justement être cette expression de tout ce que vous êtes de plus grand dans le concret de la matière, que vous allez savoir matérialiser lorsque vous vous ferez suffisamment confiance, que vous aurez créé cette forme, alors l'auteur dit justice, mais ça représente vraiment l'équilibre en fait de votre propre balance. La justice, son symbole, c'est effectivement la balance, donc lorsque vous serez vraiment au point d'équilibre à l'intérieur de vous et que tout cela sera parfaitement intégré, construit et que vous continuerez en fait à le co-construire à chaque seconde, alors ça sera devenu vraiment votre état d'être. Mais dans un premier temps, effectivement, comme le dit très justement Spinoza, c'est un état d'esprit. Et là, en revanche, c'est tout comme le temps humain. Vous avez une possibilité de choix, de choisir en tout cas la direction. Vous n'aurez peut-être pas le choix de ce qui va se situer en fait dans les étapes de votre parcours pour vous amener à atteindre ce point que vous vous fixez. Mais en revanche, vous pouvez faire le choix de poser la décision d'aller atteindre ce point. Et par l'expression finalement ici de cette volonté qui est celle de votre conscience, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin ici de ressentir totalement la présence de façon pleine et entière pour avoir la certitude que votre conscience, au moment où elle s'est projetée dans une âme qui elle-même s'est incarnée, n'avait pas finalement cette volonté d'être le créateur de quelque chose de différent qui rendrait cet univers harmonieux. C'est le but même en fait de la conscience. Donc, qui que vous soyez finalement sur ce plan-là, peu importe ce que vous allez créer, ce que vous allez manifester, quelle est votre œuvre, les compétences qu'il va vous falloir ici réintégrer, développer, tout ce que vous mettrez au service de vous-même à partir du moment où ça passe par cette volonté supérieure qu'est la vôtre,
alors ça sera dans la douceur, dans la bienveillance. Cette part-là de vous, plus vous allez travailler et plus vous allez la ressentir, non plus juste au niveau du cœur, mais vous allez la ressentir tout autour de vous. Elle va vous porter en fait à chaque instant et donc elle va vous insuffler cette confiance, cette patience, cette paix qui va être en vous dans un premier temps, mais qui au travers de toutes vos matérialisations va se mettre en fait à rayonner tout autour de vous. Et là vous serez vraiment aussi dans cette forme de justice. Aussi, on peut vraiment le voir de cette manière-là malgré tout. Justice est faite ici lorsque vous êtes dans cet axe auprès de votre conscience qui effectivement avait exprimé la volonté de se réaliser. Donc du corps en passant par l'âme et jusqu'à l'énergie de la conscience, vous pouvez aussi faire ce choix ici dans ce champ d'expérience terrestre d'aller justement quelque part déparasiter toute la ligne jusqu'à pouvoir être vous-même l'expression de votre propre essence. Et encore une fois, alors certes, c'est un chemin, c'est un processus. Le processus de guérison, je vous l'ai déjà dit, et là-dessus je sais que ça peut être contraire avec certaines choses que vous avez pu entendre, il a un début et une fin. En revanche, il n'est pas extérieur, c'est-à-dire que ici finalement, cette transcendance, il n'y a personne d'autre que vous-même qui peut aller la chercher. On peut finalement ici être le bras armé, les outils, les ressources dont vous avez besoin. On peut être le soutien. En fait, c'est vraiment une question de soutien, c'est-à-dire qu'on peut soutenir un parcours. En revanche, on ne saura jamais faire à la place d'eux. C'est-à-dire que, et vous le voyez lorsque vous êtes en parcours, vous avez la main sur votre planning, vous avez la main sur ce que vous allez faire, sur l'implication en fait qui est la vôtre. Nous, on n'y peut rien. Tout ça, c'est voilà, on met les outils dans vos mains, on a construit les outils, on a testé les outils, on sait que tout cela fonctionne, mais il y a un si, c'est en fonction évidemment de ce que tout à chacun se sent en capacité de faire pour lui-même. Et ça, il n'y a que vous dans ce corps humain qui avez la possibilité de le faire. Donc, c'est une question de temps, parce que c'est une question de mobilisation d'énergie, mais c'est aussi une question ici de choix, de prendre cette étape, on va dire, quelle qu'elle soit, en tout cas la prochaine, de la prendre à bras le corps et de dire maintenant, voilà, je désire ici, depuis ce plan, je désire reprendre la main. Ça ne veut pas dire que vous allez la reprendre en claquant des doigts, mais ça veut dire qu'ici votre plan mental peut vraiment être mis au service de vous-même et c'est en quelque sorte, malgré tout, un des points clés ici de votre parcours et qui fera une grande différence. Et je pense que lorsque vous vous reprocherez, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans en arrière, il y a évidemment toute cette transformation par laquelle vous passez qui vous fait ici regarder ce chemin parcouru avec un tout autre regard. Mais vous vous souviendrez quand même de toutes ces fois où finalement vous avez utilisé votre plan mental pour aller chercher une décision qui peut-être était contraire à certaines de vos croyances, contraire à ce que vous pensiez en capacité ici de faire, mais souvent qui vous laissait ici dans le flou par rapport à ce que vous étiez réellement. Mais c'est vrai que le choix de faire tomber le masque, de toute façon, il vous appartient. Et à chaque cycle, vous faites tomber des masques. C'est-à-dire que ces masques-là, vous allez les faire tomber, mais encore une fois, le processus a un début et une fin. Entre les deux, on profite malgré tout entre les cycles pour matérialiser, changer, adapter, créer des nouvelles choses parce qu'on est de plus en plus soi. Puis viendra effectivement cette fin de parcours où là, vous vous sentirez beaucoup plus libre ici de faire des tas de choses très différentes de ce que vous aviez en plus imaginé au départ. Hein. Ça c'est, voilà, je vous le dis maintenant, mais vous l'observerez dans votre propre ligne. Et vous vous laisserez aller en fait à la magie de tout ce que vous êtes. Et c'est ça aussi qui amènera à chaque fois une nouvelle forme de paix.
parce que on se souviendra de tout ce que l'on a fait, de tous les efforts que l'on a produits, et on sait que si on a réussi à le faire dans des souffrances où on était très englués, alors on peut gagner justement ici cette confiance, et on sait que l'on s'est rendu justice en allant chercher en fait ici ce point d'équilibre. Et donc tout ça est bien en vous et n'étant rien à l'extérieur de vous. À l'extérieur, vous avez des ressources, vous avez des énergies disponibles, vous avez des soutiens, alors physiques et pour certains non physiques, mais on reparlera évidemment de ces notions-là. Mais vous avez les clés, en fait, vous avez votre trousseau, et donc cette paix, elle ne va pas, cette paix est intérieure, elle ne va pas annihiler tout ce qui se situe en fait à l'extérieur de votre cadre, mais par contre, finalement être bien avec soi, être en paix avec soi, apporter de la cohérence chaque jour davantage dans tout ce que l'on est, se sentir libre et de plus en plus ici d'être soi, ça fait évidemment une très grande différence. Après voilà, on est dans les énergies ici du mois d'août où il nous faut faire preuve évidemment d'audace. Il ne faut pas confondre les énergies, il ne faut pas confondre la confiance et parfois l'ego, il ne faut pas confondre des facteurs extérieurs qui finalement entrent en résonance. C'est pas que ça nous détourne, mais c'est pour nous amener ici à des nouveaux apprentissages, et le fait que l'on est pleinement dans son axe et que l'on commence à ressentir évidemment sa présence, donc que l'on peut beaucoup plus ici être en autonomie et s'auto-piloter. C'est ça qui est très important, c'est vraiment de laisser aussi le temps au temps et de l'accepter. Les choses se font à partir du moment où vous avez pris vos clés, que vous les avez mis dans la serrure. Le temps finalement ici va pas jouer contre vous si vous avez décidé de concentrer. Non, ça va aller très vite, et voilà, même les tracas par lesquels vous passez ou certaines souffrances deviendront des gouttes d'eau dans cette mer en fait que vous serez devenu, parce que vous serez totalement plongé dans le flux de la vie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce nouvel épisode du dossier de l'été vous aura plu. Donc si c'est le cas, et bien évidemment, comme chaque semaine, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air de manière à ce qu'on puisse avoir votre retour, et puis que ça soutienne évidemment le travail sur la chaîne. Les commentaires, bon, en plus vous l'avez vu, hein, j'ai beau ici être au repos, ça ne m'empêche pas effectivement de travailler avec vous. On a ralenti en fait une partie des activités, mais finalement on n'est pas 100% en vacances pour autant. En fait, la notion de vacances est assez différente pour nous. On se régénère en fait, vraiment, je vais le dire comme ça. Donc il y a un peu de décalage parfois voilà, sur les réponses, mais je vous réponds. Et puis écoutez, on a encore 2 samedis ensemble à partager autour des thématiques. Donc on a encore plein de choses à se dire. Donc n'hésitez pas évidemment à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors si c'est un petit peu ici, on va dire difficile de le relier avec le thème de la semaine prochaine, je trouverai le moyen ici de le faire différemment, mais soyez libres aussi ici de poser vos questions. On est dans ces dossiers, dans un partage qui peut être assez particulier pour certains, et on a conscience. Donc ne restez pas avec vos doutes, ne restez pas peut-être avec certaines questions. On est là aussi pour vous aider à y répondre. Alors ça reste évidemment notre point de vue, mais on est là vraiment pour alimenter justement le champ de vos pensées. Donc venez ici contribuer en fonction de ce dont vous avez tout simplement besoin ici de comprendre, ou ce par quoi il vous faut transiter. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver évidemment la semaine prochaine. On a encore ici quelques guidances devant nous, notamment les chamans ici sur la semaine prochaine. Donc voilà, et en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau week-end, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.